et bienvenue sur Ouf Radio pour notre nouvelle émission Déo et débat du mercredi 18 décembre 2020. Donc aujourd'hui un thème d'actualité, en tout cas dont on parle beaucoup ces derniers temps, les violences conjugales. Alors nous avons pour l'occasion deux invités, donc Sarah Dupont qui est coordinatrice au CIDFF et Monsieur Duhart qui est psychologue à l'AGENA. Voilà, l'AGENA, donc AGENA. Association AGENA, voilà. Donc on va pouvoir commencer avec les questions. Donc je donne la parole à Thierry pour la première question. Alors, c'est une question qui est posée à tous les deux. Est-ce que vous pourriez d'abord présenter vos associations, votre structure et ce que vous faites au sein de ces structures? Voilà. Alors, bonjour, donc le CIDF, donc Centre d'information sur les droits des femmes et des familles, c'est une association qui dépend d'une fédération nationale. Donc vous trouverez des CIDF dans toute la France. Nous représentons le CIDF de la Somme, donc le siège est à Amiens, et moi je travaille sur l'antenne d'Abbeville. Donc on a plusieurs missions. Une des premières missions, c'est l'information juridique qui est gratuite et confidentielle, qui est à destination de tous les publics, donc aussi bien les femmes que les hommes, je le précise sur cet axe-là. Donc des juristes à l'association renseignent sur l'ensemble des demandes juridiques dans n'importe quel type de droit. On a donc, en fonction de la thématique d'aujourd'hui, plus particulièrement un accueil de jour où l'on reçoit les personnes victimes de violences sexistes et sexuelles, donc, dont les violences conjugales. On reçoit... Au travail également des violences sexistes. On reçoit, on est habilité à recevoir tout type de personnes pour tout type de violence. Maintenant, à 95%, on reçoit des personnes victimes de violences conjugales et à 98%, ce sont des femmes. Mais on y viendra par la suite. Et donc l'accueil de jour a vocation à informer, accompagner, orienter vers d'autres partenaires les personnes qui sont victimes de violences. Voilà. On propose aussi un accompagnement emploi, donc à destination des femmes cette fois. Alors du coup l'association AGENA, nous en fait on fait essentiellement de l'accompagnement social en fait dans le cadre de l'hébergement. Donc ça fait une quarantaine d'années en fait qu'on travaille sur donc la problématique des violences conjugales. Donc on accueille effectivement un public qui est essentiellement qui est strictement du coup féminin dans le cadre de l'hébergement. Donc accompagnement social, accompagnement psychologique. Il n'y a pas d'accompagnement juridique pour le coup, c'est d'autres compétences. Et on reçoit également du coup des victimes de violences conjugales dans le cadre du chambre d'un accueil de jour qui lui est centré sur Amiens pour le coup. Donc on est complémentaires pour le coup. Et on a également un petit volet depuis un certain nombre d'années en direction des auteurs de violences, donc dans le cadre ambulatoire, que ce soit du coup dans le cadre d'obligations de soins à l'extérieur ou dans le milieu carcéral. Donc on essaie vraiment du coup de traiter en fait la problématique des violences conjugales sous différentes portes d'entrée. Et la violence dans la famille entre frères et sœurs ou parce qu'il peut y avoir des problèmes aussi au niveau des cousins, cousines. Également ou... On n'a que des fratries, donc effectivement on voit bien qu'à un moment donné aussi, même ne serait-ce que par exemple une situation de violence conjugale vient effectivement du coup générer des conséquences sur les enfants et qu'au sein même du même fratrie, on va observer des comportements aussi violents qui ont forcément du coup un lien avec ces violences conjugales. Donc on essaie vraiment du coup toutes les situations qui nous sont amenées, on essaie effectivement du coup de les traiter, donc effectivement de traiter vraiment les violences intrafamiliales. Mais c'est vrai que notre base, notre cœur de métier, j'ai envie de dire, ce sont les violences conjugales. D'accord, merci. Excusez-moi. Oui. Est-ce que les femmes battues sont plus maltraitées que les hommes dans le monde les femmes battues sont plus nombreuses que les hommes dans le monde? Alors statistiquement, oui, complètement. C'est vrai qu'effectivement, quand on regarde les chiffres, c'est très clair que finalement, du coup, la très forte majorité des victimes de violences conjugales sont des femmes. Mais il ne faut pas oublier effectivement qu'il y a aussi du coup des hommes et que finalement, ce n'est pas qu'une question de genre, la question des violences. Et ça concerne tout le monde. J'ai encore une autre question à vous poser. On voit beaucoup de films à la télé comme Harcèlement avec Michael Douglas, et puis c'est un très vieux film. C'est une femme qui harcèle son employé. Est-ce que dans les entreprises, il y a beaucoup de femmes qui harcèlent leurs employés
menace, quoi. Enfin, voilà. J'ai envie de vous dire, ça se passe pas partout, mais une situation de harcèlement, c'est déjà une situation de trop. Ce sont des situations qu'on peut rencontrer de manière régulière, mais non, il n'y en a pas partout, et heureusement d'ailleurs. Sinon, ce serait très inquiétant. En fait, oui, je voulais vous demander, Agena, ça veut dire quoi? Alors, c'est une étoile. J'ai pas révisé cette fiche-là, mais je vous le dis quand même, c'est pas grave. C'est effectivement du coup une étoile en fait qui est censée du coup protéger les individus. Et nous, effectivement, notre mission première depuis effectivement du coup plus de 40 ans, c'est véritablement effectivement d'assurer une protection, j'ai envie de dire concrète, déjà effectivement à travers l'hébergement, à travers les murs, mais aussi à travers du coup l'accompagnement, du coup de travailleurs sociaux ou de psychologues. On est vraiment là du coup pour mettre à l'abri au départ effectivement du coup les femmes victimes de violences conjugales. Même plus. Oui. Vous dites plus de 40 ans, mais ça a été créé comment, à partir de qui, de la volonté de qui? Il y a un fondateur ou une fondatrice? Pareil, j'ai pas révisé cette fiche-là, vous voyez. Excusez-moi, j'en suis désolé. Là, je botte en touche sur cette question. Alors, c'est à Myriam de poser la prochaine question. Oui. Comment dire? L'évolution est-elle positive ou négative en termes de... Y a-t-il plus de femmes battues de plus en plus, ou d'hommes, ou ça diminue la violence? Je pense qu'il y a la question de la libération de la parole qui joue beaucoup. Aujourd'hui, de plus en plus, les femmes, avec les mouvements que l'on connaît et qui sont plutôt encore récents, les langues se délient et de plus en plus, on est amené à dénoncer les violences que l'on subit. Alors, est-ce qu'il y a plus ou moins de violences ? C'est toujours un petit peu difficile d'y répondre parce que, bon, moi, ça fait 10 ans que je travaille au CIDF. Alors, les chiffres... Avant ça, j'ai un peu de mal à les connaître. En tout cas, pour l'instant, de ce qu'on constate localement, les chiffres ne baissent pas. Maintenant, est-ce que c'est dû parce qu'avant, on n'avait pas connaissance des situations de violence? Est-ce qu'aujourd'hui, les femmes parlent davantage et c'est aussi pour ça que les chiffres augmentent? Voilà. Maintenant, aujourd'hui, une femme décède encore tous les 2,5 jours, 2 jours et demi. Hein, ça... C'est encore. Est-ce une proportion plus grande dans la région picarde, dans le nord de la France, ou plutôt, est-ce que c'est... Qu'en est-il de la région picarde? Est-ce que son classement... Je sais pas les chiffres, mais de souvenirs, de mémoire, je pense qu'on n'est effectivement pas les mieux classés. D'accord, donc il y a vraiment... il y a un problème qui existe. Sans vouloir parler de classement, malheureusement, mais je pense qu'on n'est pas effectivement un département ou un territoire où il y a moins de violence par rapport à un autre. Les hommes seraient plutôt au sud de la France. C'est plutôt citadin, urbain ou plutôt campagnard? Si je prends les chiffres de cette année uniquement concernant le CIDF, donc c'est pas du tout représentatif, hein, on a autant de femmes qui habitent en milieu urbain qu'en milieu rural. Ne stigmatisons pas, les femmes que l'on reçoit et qui sont en quartier, qui habitent en milieu urbain, n'habitent pas forcément des quartiers prioritaires. Donc ne stigmatisons pas, parfois on a tendance à faire des raccourcis en disant que les violences conjugales sont dans les quartiers prioritaires, non. Et on a autant de femmes en milieu urbain qu'en milieu rural, et pas forcément plus dans les quartiers. Parce qu'en fait, du coup, par rapport à votre question, la violence, en fait, ça concerne vraiment, du coup, tous les milieux sociaux. Ça concerne, effectivement, du coup, toutes les cultures. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui concerne absolument tout le monde, en fait. Donc, effectivement, peut-être qu'on peut trouver des petites différences selon, du coup, les territoires. Mais la réalité, c'est effectivement, c'est que les violences intrafamiliales s'exercent absolument partout, du coup, sur ce territoire, comme sur tous les autres. Oui, excusez-moi. Est-ce que vous attendez qu'il y ait acte de violence ou vous faites de la prévention si, par exemple, une personne est menacée? Est-ce que vous trouvez des solutions pour un nouvel hébergement, pour une nouvelle situation? Alors, moi, j'ai envie de vous dire, si déjà il y a menace, on est déjà du coup dans de la violence, donc c'est même pas du préventif en fait. Là, on fait déjà du curatif, parce que pendant très longtemps, on a considéré qu'en fait la violence conjugale, c'était uniquement du coup des coups, uniquement des violences physiques. D'ailleurs, quand vous regardez des émissions de télévision, quand on vous parle des violences conjugales, on va vous dire aujourd'hui, on va vous parler des femmes battues. Bon, alors quand on parle des femmes battues, il y a 2 restrictions. Déjà, on parle des femmes.
quid des hommes qui sont victimes de violences et puis battus, donc c'est violences physiques, quid des autres formes de violence. Et quand on est déjà du coup dans la menace, c'est qu'on a déjà franchi la ligne rouge. Quand on est dans le rabaissement de l'autre, on a déjà franchi la ligne rouge. Quand on contrôle quelqu'un sur ses sorties extérieures, on est déjà du coup dans de la violence. C'est vraiment du coup un mécanisme très global et puis Mais les formes de violence, il y en a plein. n'est-elle pas plus grave que la violence morale ou la violence physique n'est-elle pas plus grave que la violence morale ou y a-t-il une vous intervenez sur les deux cas, violence morale, violence physique? Moi, à mon sens, non. Alors effectivement, du coup, ok, vous avez du coup les stigmates physiques, mais toute forme de violence en fait génère forcément du coup des conséquences graves et au long cours sur le psychisme. Donc finalement, c'est véritablement du coup là où ça va s'inscrire. Et vous avez même certaines victimes de violence qui vont vous dire, à la limite, finalement, pour certaines victimes, quand tu es victime de violences verbales et physiques, ils vont vous dire, finalement, moi, les violences verbales, finalement, du coup, je les ai beaucoup plus en tête, elles m'ont beaucoup plus impacté, les mots sont beaucoup plus restés, alors que les stigmates physiques se sont évaporés d'une certaine manière. Ouais, donc, c'est pas le cas de toutes les victimes, mais certaines. On a d'en recevoir encore des violences physiques, non, je pense. Donc là, on est dans le psychique. Ouais. Et c'est vraiment du coup en fait cette question traumatique, mais il faut vraiment du coup sortir de cette lecture de la violence conjugale qui serait uniquement du coup visible, physique. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et finalement, du coup, la plupart des formes de violence en fait ne se voient pas. Excusez-moi. Est-ce qu'il y a de plus en plus de groupuscules, de groupes féminins qui luttent contre l'agressivité et l'effet d'être battu par l'homme, quoi? Des associations, oui. Des associations militantes. Militantes, exactement. Oui, il y a toujours eu, mais je pense que de plus en plus, effectivement, comme la parole se libère, des groupes se mettent en ordre de marche, entre guillemets, et puis aident les autres femmes à porter la parole et militent pour davantage de droits. Et il y a de l'entraide, finalement. Il y a de l'entraide, oui. Il y a de l'entraide. Et d'ailleurs, encore récemment, dans le cadre d'un accompagnement d'une victime, cette victime a pu trouver du soutien auprès de structures, de comités militants. Et du coup, voilà, il y a aussi de l'aide concrète. D'accord. Voilà. Et c'est des comités qui aussi se déclinent localement, donc c'est intéressant. Est-ce que vous faites de la prévention? Et si oui, est-ce que ça marche? Et en cas de violence conjugale, qu'est-ce que vous proposez comme solution? Alors, nous, on intervient sur le volet prévention, c'est-à-dire qu'on a l'association a vocation à intervenir auprès de groupes, que ce soit toute personne demandeur, on a vocation à intervenir. On va beaucoup dans les lycées. Encore récemment, là, on a fait une manifestation. Alors, un petit peu unique, hein. On ne travaille pas comme ça toute l'année, mais là, on a, à l'occasion du 25 novembre, qui est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, on a sensibilisé environ 700 élèves au lycée Boucher de Perthes, avec un ensemble de partenaires, hein, on ne le fait pas tout seul, mais du coup, on travaille avec des outils pédagogiques, des supports vidéo, on travaille sur les débats, on présente les partenaires ressources sur le territoire, on essaye un maximum d'évoquer cette thématique-là, pour qu'elle soit connue et que ce ne soit plus un sujet tabou comme ça l'a longtemps été. Et sur la violence sur les enfants également? Alors nous, on a moins vocation à intervenir. Voilà, on n'est pas habilité à accompagner, à recevoir les enfants. Mais dans le cadre de violences intrafamiliales, effectivement, on peut évoquer aussi ce thème-là. Alors le harcèlement scolaire, encore une fois, on est moins spécialisé, mais si on est amené à être questionné, en tout cas, on va réorienter vers des partenaires qui sont plus privilégiés sur cette thématique. Et on ne travaille jamais tout seul, on travaille en lien avec beaucoup de partenaires. J'ai une question qui revient par rapport à Myriam. Y a-t-il une protection par rapport aux enfants, par rapport aux violences familiales, conjugales, mise en place par vous? Ou juridique, oui. Alors, une protection, c'est le conseil départemental qui va gérer tout ce qui est protection de l'enfant. En tant que nous, association, non. Maintenant, si on a connaissance d'une situation où des enfants, effectivement, sont en difficulté face à des violences, toute personne a l'obligation de signalement. Donc, on fera un signalement. D'accord. Mais ce n'est pas nous qui traitons ça.
Puis pour compléter, en fait, il y a effectivement ce volet juridique, mais le fait, ne serait-ce que de repérer qu'un enfant du coup a subi, alors directement ou indirectement, des conséquences durables des violences sur son fonctionnement et sur son identité, c'est déjà ça du coup de la protection. Lui offrir un espace de parole, l'accompagner pour effectivement faire en sorte qu'il puisse s'extraire de tout ça, c'est déjà aussi une autre forme de protection. Donc en fait, il y a plein de formes de protection assez différentes à mettre en place. Où les choses ont évolué au fil du temps, quoi. Quand même. Oui, et elles vont continuer à évoluer pour le coup, hein. Notamment du coup sur la question des enfants. Parce que pendant très longtemps, on considérait en fait que des enfants qui vont par exemple entendre ou voir des violences conjugales qui se produisent entre ces deux parents, bon, qu'ils n'étaient pas vraiment marqués, allaient l'oublier assez rapidement. Aujourd'hui, on se rend compte que c'était une énorme erreur et qu'en fait, c'est vraiment du coup un parasite, presque une sorte de poison dans son fonctionnement et dans son développement. Oui, selon vos expériences d'entretien, quels sont les motifs de violence que vous avez rencontrés? Qu'est-ce que vous appelez un motif déjà? Motif, c'est par exemple Une cause. les causes. Oui, Les quelles causes. sont les causes de la violence? Déjà, il faut vraiment du coup différencier cause et déclencheur. La cause, finalement, du coup, elle appartient à un individu et quelque chose qui est ancré dans sa propre histoire. Le déclencheur, du coup, c'est autre chose. C'est finalement du coup tout ce qui va permettre du coup d'appuyer sur un bouton et faire en sorte que ça explose. Mais à un moment donné, par exemple, un auteur de violence, finalement, la cause, effectivement, appartient à sa propre histoire. À quoi il a été exposé? Quels sont les repères qui ont été structurés autour de lui ou les repères qui n'ont pas été structurés, pour le coup? Les causes, en fait, elles sont véritablement du coup là. Par contre, ce que l'on va voir plus tard, notamment du coup dans le cadre conjugal, de ce qui est perçu comme étant une cause, là c'est pas une cause, c'est un déclencheur. Sur la question du coup de l'alcool, sur effectivement, je sais pas moi, Ça le stress permet au une travail. thérapie, de mettre en place une thérapie contre la violence de l'individu, enfin, Ah oui, oui, tout à sur fait. les autres, oui. Ah oui, pendant très longtemps en fait, on a considéré que la seule chose qu'on pouvait faire en direction du coup des auteurs de violence, c'était en gros les incarcérer. Puis c'est tout. Et on pensait que c'était du coup des cas désespérés envers lesquels on ne pouvait rien faire. Je pense qu'on s'est quand même largement du coup trompé et que non, bien sûr qu'il faut proposer du coup un espace de parole, un espace de soutien et de déconstruction d'un certain nombre de repères pour pouvoir du coup en créer d'autres. Et il n'y a pas de fatalité à l'exercice de la violence. Et c'est le cœur de votre métier que vous faites, donc. Vous, si Alors, vous en recevez un entretien, direction des victimes, mais effectivement, du coup, en direction des auteurs, c'est aussi effectivement du coup, auteurs. un volet du coup, très important. C'est une autre porte d'entrée, hein. Si on intervient uniquement du coup, en direction des victimes, on ne fait qu'un travail partiel. oui, tout à fait. Oui, Parce que forcément, s'il y a une victime, il y a un auteur. ouais, bien sûr. Et merci. C'est la question aussi par rapport à la violence subie par les enfants et notamment la notion de placement, où en fait ça a été souvent quand même une façon de procéder, de retirer les victimes et de les placer, et de le retirer du milieu familial. Alors maintenant, c'est quoi la tendance? Enfin, je ne sais pas si c'est toujours ça dans l'esprit des juges, par exemple. Est-ce qu'il s'agit de trouver des alternatives, parce qu'il y a par exemple des services du style assistance éducative en milieu ouvert qui sont sollicités pour venir justement essayer de traiter ces questions-là. Est-ce que maintenant on en est où par rapport à ça? J'ai envie de vous dire, le placement d'enfants, en fait, c'est vraiment la dernière solution quand on a effectivement du coup tout essayé et que tout en fait s'est transformé en échec. Hein, mais le placement, c'est jamais du coup une solution du coup en soi. C'est effectivement quand on a épuisé du coup tout le reste. Donc, je dirais pas effectivement du coup qu'il y a de tendance. C'est juste qu'il y a différentes alternatives et différents modes en termes de gravité. Mais il y a pas de, je parlerai pas de tendance. Pas de tendance. Non. Qui sont pris pour des gens violents en fait. Les violences envers les enfants, envers leurs parents. Des fois, c'est mal jugé par le juge, même les assistantes sociales, tout ça, parce que mon cas, c'est que j'étais hyperactif étant jeune. Et ça a déclenché des crises. Et on m'a aidé pour ça. Notamment, on m'a placé en famille d'accueil, en foyer, tout ça. Ça m'a aidé beaucoup, parce que j'ai appris beaucoup de choses, que une crise de nerfs et l'hyperactivité, c'est pas la même chose. On peut pas dire à un enfant, il est hyperactif, qu'il est méchant. C'est juste qu'il tient pas en place.
Voilà. Je suis d'accord. Il y a beaucoup de gens qui considèrent que l'hyperactivité, c'est une maladie. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Pour moi, c'est effectivement du coup un symptôme. Et plutôt que de donner, on va dire, un traitement médicamenteux pour dire à l'enfant hyperactif, bon, c'est bon, il va se calmer, il suffit peut-être de l'écouter, de lui parler, en fait. Je pense que c'est beaucoup plus efficace et ça évite effectivement, du coup, plein de débordements. Je vous rejoins parce que c'est au nom de tous les enfants qui sont hyperactifs que les médecins leur donnent des cachets ou même des choses à dire, à expliquer, mais il suffit juste d'écouter l'enfant. Si on l'écoute, il n'y aura pas de problème, il va comprendre, il va réagir. Je suis complètement d'accord. L'hyperactivité, vous savez, on en fait du coup une maladie moderne. C'est pas vrai. L'hyperactivité, ça a toujours existé tout le temps en fait. C'est juste qu'aujourd'hui, effectivement, on a mis un coup de projecteur dessus, et puis maintenant on met une étiquette. Je pense qu'il faut retirer cette étiquette-là. À mon avis, elle rend service à personne. Pour aller dans le sens de Quentin et du vôtre, il n'y a pas très longtemps, j'ai lu un article qui disait que Léonard de Vinci était hyperactif. Mais on voit bien que ça a quand même été à son avantage, cette affaire-là, quoi. Une personne hyperactive, moi je pense qu'on lui met l'étiquette de « il est en colère, il comprend pas, il comprendra jamais ». Certains cas sont comme ça en France, et même la plupart des cas en France, des enfants en France, c'est ça. C'est les parents, ils n'arrivent pas à gérer l'hyperactivité, du coup ils les mettent à l'hôpital ou ils les mettent en foyer ou en famille d'accueil parce qu'ils n'ont pas compris ce que l'enfant avait. L'enfant, il a besoin qu'on l'écoute. C'est important. Et je pense que c'est pour ça que les jeunes de maintenant, de mon âge, tapent leurs parents, surtout leurs pères, parce qu'ils ne comprennent pas l'autorité. L'autorité, et quand un parent punit un enfant, il faut que ça soit justifié. Il ne faut pas que ça soit pour le bien du parent, je trouve. Ah oui, c'est sûr qu'effectivement, si l'enfant du coup il comprend effectivement la punition, c'est effectivement comme ça que le niveau d'angoisse baisse. C'est évident. Une punition arbitraire, il n'y a rien de pire. Une punition sèche, il n'y a rien de pire. Ça ne sert absolument à rien. Effectivement, ça ne fait qu'alimenter les problèmes. Mais après, comment dire, si l'enfant comprend la punition, qu'il y a de l'autorité, qu'il y a un cadre paternel et maternel. Certains cas, c'est maternel ou paternel. Élever un enfant, une mère peut élever un enfant seule, ça pose pas de problème. Mais il y a une part de la présence masculine qui n'est pas là, qui engendre la colère, ou même pour un père. Parce qu'on a de la haine envers le parent, parce qu'il nous a abandonnés, qu'il nous a pas écoutés, ou même qu'il est parti, qu'on n'a pas connu. Mais il faut trouver un moyen que l'enfant soit en bonne santé et comportement normal. Il n'y a pas de normalité, mais on peut faire court si on le veut. Si l'enfant décide de péter un câble, il pète un câble, mais il faut l'écouter. Il faut attendre qu'il ait fini sa crise, qu'il parle, et peut-être que ça peut sauver plusieurs enfants en France du foyer de la famille d'accueil, ou même des hôpitaux pour mon cas. Parce que moi, j'ai été hospitalisé en pédiatrie parce que j'étais hyperactif. On m'a mis une étiquette après de méchant, entre guillemets. Je me suis fait une carapace de méchant. Et là, ce qui arrive pour mon cas, c'est que je commence à être agacé de l'hôpital. Donc ça veut dire que je suis en train de grandir. Et un enfant qui grandit, même un adolescent, même un adulte qui grandit, se rend compte de beaucoup de choses sur la vie. Le futur, le passé, le présent. Et ça, c'est important pour un enfant qu'on lui explique le passé, le présent et le futur. C'est faire de la prévention pour la violence entre les enfants envers leurs parents. Et contre la violence des enfants contre leurs parents. Et inverse. Mais effectivement, là où je vous rejoins complètement, c'est qu'en fait, moi, je ne peux pas considérer qu'une personne, du coup, elle est méchante, qu'on lui mette, du coup, cette étiquette-là. C'est pas parce qu'on a posé, du coup, des actes violents qu'on est, effectivement, du coup, méchant. Non, effectivement, on a été peut-être dangereux dans certaines situations données. Ça ne veut pas dire qu'on est dangereux, du coup, envers tout le monde. Et ce qui permet, effectivement, de désamorcer les choses, c'est effectivement le dialogue, c'est comprendre, du coup, ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce qui, effectivement, du coup, génère ce comportement violent. Si on décrypte rien, ça ne marche pas, quoi. Donc, je vous rejoins complètement, du coup, sur ce que vous dites. Au sein d'une famille où il y a des violences conjugales, est-ce que l'enfant parle facilement? Est-ce qu'il va avouer ou bien se confesser? Est-ce que c'est simple pour lui? Non, c'est jamais simple, évidemment, parce que l'enfant, est-ce qu'il considère que sa parole va être crédible? Quelle place, du coup, on lui a donné avant? Est-ce qu'on lui a donné une place vraiment de sujet? Ou est-ce qu'on a considéré que c'était juste un meuble qui n'entendait pas, qui ne comprenait pas, du coup, ce qui se passait? Ça dépend vraiment, du coup, de chaque situation, en fait. Mais de manière générale, je dirais que c'est quand même assez compliqué pour l'enfant de s'exprimer. Donc il faut vraiment du coup aller le chercher, le stimuler, mais là, il faut vraiment du coup l'accompagner là-dedans. Ça, c'est très important. Oui, et quels sont vos moyens de communication pour diffuser l'information et pour faire comprendre votre message, de prévention notamment? Quels sont vos moyens de communication?
Eh bien, tout moyen utile. Ça passe par des actions de prévention sur des journées internationales. C'est surtout de donner de la visibilité à cette cause. Et puis pouvoir en parler. Après, on utilise les réseaux sociaux, site internet, les flyers. Mais bon, je pense qu'au-delà de tous ces moyens qui existent, c'est vraiment comment on fait porter le message. Est-ce que vous avez un site internet Oui. dédié Tout à fait. Alors le CIDF, il y a un réseau, la Fédération nationale a un site internet. Et chaque CIDF a un site internet. Le CIDF de la Somme, c'est cidff-somme.fr. Et on peut le retrouver facilement en mettant une phrase on retrouve CIDF. CIDF Somme, vous trouvez, normalement, vous tombez sur le lien. Une phrase de lutte contre la violence. Alors, vous allez aussi tomber sur tous les sites du gouvernement. Il y a des sites officiels, nationaux. Et puis, si vous tapez Info Femmes, là, vous tomberez sur le site de la Fédération nationale avec toutes les coordonnées des CIDF de France. D'accord, merci. Et quelles sont vos perspectives d'action, d'amélioration de vos structures et de votre travail ? Alors nous, la première perspective d'amélioration, c'est dans le cadre des réseaux d'acteurs de terrain. Je sais qu'Agena aussi travaille sur ces réseaux-là. Il faut savoir qu'on essaye toujours d'améliorer les conditions d'accueil, les conditions d'accompagnement des victimes, l'hébergement, tout ce qui touche à l'accueil et l'accompagnement. De rapidité aussi. De rapidité, de bienveillance. Déjà, à la base, c'est la bienveillance dans le premier accueil. Aujourd'hui, il faut qu'une femme, peu importe la structure dans laquelle elle décide d'aller, il faut que cette femme, elle puisse être accueillie cette femme ou cette personne, cet homme. Et vous trouvez un logement directement parce que pour la séparer de la personne violente ? Tout dépend de la demande. Alors nous, on est dans l'accompagnement. Il faut savoir qu'une personne qui vient au CIDF n'est pas dans l'obligation d'entamer des démarches. D'accord ? Parce que on s'adapte à ce que veut la personne. Ça peut être aussi une personne qui est en début de cheminement. Il faut aussi se dire que les victimes de violences, des fois, elles ne savent pas vraiment ce qu'elles vivent. Parce que c'est le schéma qu'elles ont depuis des années. Et puis, donc, ça se fait petit à petit. Vous imaginez bien que si on dit à ces personnes, madame ou monsieur, il faut tout de suite partir, être hébergé, vous retrouver, on ne les reverra pas. Donc il faut qu'on puisse les accompagner et que les démarches, elles les entreprennent et qu'elles décident elles-mêmes de les entreprendre. On n'est pas là pour leur forcer la main. Voilà. Et dans les perspectives d'évolution, c'est ça, c'est comment on améliore aujourd'hui sur le territoire, qu'on facilite l'accès à l'information et puis l'accès à des professionnels bienveillants, compétents et qui accompagnent au mieux dans les démarches. D'accord. Après, il y a des choses, qui essayent d'améliorer dans la famille déjà la situation pour aboutir à une non-violence, quelque part. Ça, on est dans le domaine de la prévention. Après, dans l'accueil, quand on accueille les victimes, Il y a un travail psychologique qui joue, je crois. Non Ah oui. Il y a un accompagnement psychologique parce que... C'est un point d'amélioration, ça, justement, oui, sur le département. Parce que les femmes sont maltraitées et subissent des traumatismes, donc... il faut les accompagner de ce sens-là, quoi. Je pense que toute personne qui a subi des violences, effectivement, devrait être accompagnée par un psychologue pour évoquer... Et la famille, c'est la sphère familiale. Les enfants... là, aujourd'hui, c'est difficile parce qu'il n'y a pas suffisamment de psychologues sur le territoire. C'est compliqué. Et y a-t-il des questions du public pour conclure ? Ou vous aviez peut-être des perspectives au sein de votre structure ? Moi, en fait, c'est du coup dans la continuité de ce que vient de dire du coup ma collègue, en fait. C'est qu'il faut continuer de pouvoir en parler parce qu'il y a une sorte de victoire sociétale du coup à essayer de mener. Pendant très longtemps, on considérait du coup que les violences finalement du coup n'étaient quelque chose qui n'était pas si grave, que c'était finalement du coup même assez normal du coup pour une femme d'en subir dans le cadre conjugal, comme on dit pour le mariage. C'est pour le meilleur et pour le pire. Et vous êtes passé à la télévision ou pas ? Votre combat est-il passé à la télévision ? Ça peut arriver effectivement du coup de manière assez régulière, notamment du coup pour le 25 novembre en l'occurrence. Donc le but c'est vraiment de communiquer un petit peu du coup partout. Et c'est effectivement du coup ça véritablement du coup le travail préventif, c'est de décloisonner en fait véritablement ce qui avant restait strictement du coup dans le cercle intime et de dire non, ce n'est pas uniquement du coup une affaire privée, ça concerne la société du coup tout entière.
Et la loi d'ailleurs a évolué du coup dans ce sens, parce qu'avant, par exemple, une femme qui était victime de violence conjugale pouvait retirer du coup sa plainte. Aujourd'hui, c'est le procureur qui a la main. Et donc, si le procureur considère que la situation est trop grave, eh bien, la procédure continue, même si la plainte est retirée du coup par la victime. Donc, ça montre bien. C'est le jour, le 25 novembre. C'est la journée de lutte contre les violences faites aux femmes. D'accord, le 25 novembre. Oui, tout à fait. Et contre les hommes aussi, il y a une journée spécifique Contre les hommes, c'est-à-dire de lutte contre la violence sur les hommes. Il n'y en a pas. Hein. Moi, je pense que véritablement, on sera passé du coup à autre chose. Le 25 novembre, ce sera peut-être justement la lutte de lutte contre les violences. Point. Oui, ça serait mieux, peut-être. Ce serait bien. Oui, ce serait pas terrible qu'il y ait un CIDH. Est-ce qu'il y a des hommes qui viennent au CIDFF ? Alors là, on a, sur l'année 2019, accompagné 2 hommes et 45 femmes. Donc vous voyez que là... Victimes de violences conjugales. Alors à 98%, ce sont des violences conjugales, oui. Pour les hommes. C'est-à-dire qu'ils viennent se plaindre d'être victimes de violences. Victimes de leur compagne ou de leur partenaire. Tout à fait, harcèlement, violence psychologique, verbale, et puis ça peut être aussi physique, donc pas cette année, mais ça peut l'être aussi, oui. Et ça, depuis que vous existez, ça a toujours été dans ces proportions-là? Ça n'a jamais varié? Alors, moi, ça fera 10 ans. Au tout début, très peu. Et je dirais que sur les 5 dernières années, on est dans des chiffres comme ça, 1 ou 2 par an. Après, voilà, on est encore étiqueté beaucoup CIDF, Centre d'information sur les droits des femmes. Le deuxième F, il faut savoir qu'il s'est accolé il y a une quinzaine d'années, qu'avant on était vraiment droits des femmes, et que du coup, voilà, ça évolue et que c'est difficile aussi que le public puisse comprendre, voilà, qu'on accueille aussi les hommes. Mais bon, de plus en plus, quand on fait des interventions de prévention, on accueille pas uniquement les femmes, parce que les choses évoluent quand on a tout le monde en face de soi aussi. Donc c'est une réflexion commune. C'est pas un sujet qui ne concerne que les femmes. Donc voilà. Moi, j'avais une question. Vous parliez tout à l'heure justement d'aborder la thématique des violences conjugales sur les victimes et aussi les auteurs. Qu'est-ce que vous pensez du dispositif de justice restaurative, en fait, qui consiste à faire rencontrer des auteurs d'un certain type de violence et des victimes du même type de violence pour les confronter, en fait. Les confronter ou les faire échanger? Les faire échanger plutôt pour peut-être être dans un processus de compréhension de l'acte. Alors, moi, je vais être un peu sec, entre guillemets, dans ma réponse, c'est-à-dire que là-dessus, je suis assez critique. Je ne suis pas contre ce concept de justice restaurative. Par contre, il faut quand même effectivement du coup savoir ce que l'on fait. Faire rencontrer du coup une victime et un auteur du coup d'un même couple dans ce cadre-là, personnellement, j'y suis totalement du coup opposé. Je suis déjà contre la médiation pénale sur situation de violence conjugale, donc en justice restaurative, ça aurait plutôt tendance du coup à me faire hurler. Mais si véritablement, par contre, c'est rapporté du coup à un collectif de victimes, des témoignages du coup d'auteurs et inversement, là, ça me parle. Ok. Mais bon, il faut vraiment du coup se poser du coup les bonnes questions et maîtriser du coup ce qu'on risque de générer chez les victimes. Mais il ne faut pas faire n'importe quoi. Sur les violences sexuelles, il faut vraiment ne pas faire n'importe quoi non plus, parce que du coup le traumatisme est quand même beaucoup plus profondément ancré que chez d'autres victimes, par exemple. D'accord. Je suis assez sceptique. Voilà. C'est-à-dire que ça mise, j'ai jamais entendu parler de ça, la justice. Justice restaurative. Restaurative. Oui. Non, c'est notamment un peu amené par l'ARCA, qui est l'association de recherche en criminologie appliquée. Voilà. Alors, je crois que du coup, eux, c'est plutôt sur un mode groupal, où du coup, ça serait plutôt un groupe de victimes qui vient parler de ses ressentis, de ses expériences, etc. Et qui après peuvent rencontrer des auteurs qui ont commis la même infraction que ce qu'ont vécu les victimes, et les entendre discuter justement eux de leur expérience justement. Alors c'est vrai que c'est assez étrange un peu comme concept, c'est un principe de réconciliation.
sur un principe une idée de réconciliation. Enfin, ça fait penser à la question de l'apartheid et puis de ce qui s'est mis en place ensuite pour essayer de faire en sorte qu'il y ait un pardon généralisé. Je sais pas. En tout cas, c'est quand même un sujet très très délicat et qui doit être extrêmement bien encadré et bien mené. Parce qu'il y a quand même moi, j'ai pas de formation psychologue, mais il y a quand même une question d'emprise, auteur-victime et tout ça qui peut parfois vite revenir, quoi. Donc là, il faut vraiment que ce soit très très encadré. Enfin, moi, en tout cas, je rejoins mon collègue, j'y suis pas favorable. Et puis, au-delà du coup de la justice restaurative, parce que vous parlez effectivement du coup du pardon, mais justement, le pardon, c'est quelque chose qui est très judéo-chrétien dans notre société. Je pense qu'il faut faire attention, tout ne peut pas être pardonné. J'estime que justement, du coup, des violences commises ne peuvent pas effectivement du coup être pardonnées. Là, on a franchi la ligne rouge. On a un comportement qui, de fait, provoque beaucoup trop de conséquences durables du coup sur l'individu pour que la victime se sente obligée de venir du coup pardonner. Et on considère souvent que le pardon, en fait, est peut-être le seul moyen du coup de passer à autre chose, de chapitrer, ce que je ne pense pas personnellement. Et c'est vrai que du coup, peut-être que la justice restaurative va effectivement dans cette direction sans forcément s'en rendre compte. Parce qu'il y a d'autres moyens aussi de restaurer en fait pour la victime la place de l'auteur et inversement, ne serait-ce que dans le cas de thérapie individuelle. À partir du moment du coup on intervient en direction du coup d'une victime, forcément du coup on parle de l'auteur et on lui donne du coup une place. Et surtout inversement, quand on travaille avec un auteur, il faut vraiment restaurer la place pleine et entière de la victime. Oui, mais ça peut sensibiliser l'auteur d'écouter une victime et de se dire voilà, c'est vrai, j'ai fait souffrir quelqu'un. Ça peut peut-être le sensibiliser et l'amener à changer quelque part. Après, ça peut se faire à l'aide de témoignages, mais est-ce que la rencontre finalement est obligatoire? Après, je peux comprendre que peut-être que des témoignages... Ça peut les sensibiliser quelque part, leur faire prendre conscience de la gravité de l'acte. Ça peut contribuer, mais ça reste quelque chose de secondaire. Si vous voulez vraiment faire travailler un auteur de violence conjugale de manière profonde et au long cours, c'est sur l'individuel. Moi, Ça peut leur donner l'envie de guérir quelque part, de guérir, de ne plus l'être à nouveau. Je ne pense pas que ce soit suffisant, à mon avis. Je pense que ça passe plus par la rencontre individuelle, à mon avis. Enfin, de mon expérience, en tous les cas, je trouve que c'est ce qui est plus efficace. Il n'y a pas le sentiment de culpabilité. Enfin, il y a quand même un sentiment de... Chez l'auteur Chez l'auteur, il peut y avoir un sentiment de culpabilité. Bon, ben, on va... Il est justement assez défaillant, pour le coup. Et il s'agit, du coup, d'essayer de le reconvoquer. Mais en général, du coup, les capacités, du coup, de... Myriam, on va arrêter là. Je suis sec, hein. On s'excuse, mais on est pris par le temps là, et on va faire carrément une deuxième émission un autre jour, l'année prochaine peut-être, parce qu'on n'a même pas fini d'évoquer tout ce qu'il peut y avoir, c'est tellement vaste. Oui. Désolé, Monsieur Duhart, si on a été bref. Je vous en veux pas. On vous remercie d'être venu ici, d'avoir participé à cette émission, et on vous donne rendez-vous, au public la prochaine émission, qui traitera sur les urgences. Donc voilà, et on vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. Et une bonne continuation pour Madame Dupont et Monsieur Duhart. Voilà.